bavugaga kuwirirwa ahandi ugataha i Rwanda igihe amaraso ameneka igihugu kigakwira imirambo induru imiborogo ikadogera warurihe mana warurihe Même mes assassins n'arrivent pas à croire que je suis toujours vivant. Pendant plusieurs jours, ils vont me laisser ainsi, mort-vivant. À mon passage, ils crieront « Tiens, voilà la mort qui marche ». Ma torture devient un jeu, jusqu'à ce que un camion de la Croix-Rouge internationale me récupère dans un fossé et me sauve. Aujourd'hui, ils doivent regretter de ne pas m'avoir abattu. Je suis le seul témoin de leur boucherie. 14 ans plus tard, mes bourreaux sont toujours dans mon pays, tranquilles. Ils ont repris le cours de leur vie. Moi, je vis réfugié en Suisse. Souvent, je vais mourir, mais presque tout, je ne veux pas qu'on oublie ma famille. Les miens voudraient que justice soit faite. La tâche est difficile, mais je ne laisserai jamais tomber. J'irai jusqu'au bout. Rurangwa Révérien. Vous vous souvenez des massacres? Des massacres de 59? Jusqu'au tout dernièrement, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders sortis des écoles chrétiennes et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous appelons nous autres la révolution sacrée. Je voudrais arriver à vous montrer que le Tutsi n'était même plus une chose. Parce que parfois nous avons des choses qui sont de la valeur pour nous. Mais les Tutsis n'avaient même pas cette valeur-là d'une chose. Alors, je me souviens quand on m'appelait un enfant de serpent, pour moi c'était normal, c'était le surnom des Tutsis. Donc on était des serpents. Niyo mpamvu nsaba secrétariat national, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Ils se sont servis de la guerre pour faire le génocide et du génocide pour faire la guerre, comme le montre African Watch, Alison de Forges, et ethniser la guerre. Les bases du génocide sont posées déjà avant 1959 oui. À travers un processus narratif, cognitif, langagier, discursif qui est déjà bien balisé. Le génocide est un événement si énorme, si féroce, si violent, si impitoyable que sa réalité crue, l'assassinat de tout un peuple, y compris les femmes, les enfants, les bébés, les vieillards, est terriblement difficile à appréhender. Je n'y ai jamais cru. Comment se dire que les voisins
où vous ne pensez pas voir des ennemis viendront vous tuer avec vos enfants. Jamais oublié, jamais pardonné. Je me dis qu'il y a malheureusement encore beaucoup de travail et un long chemin laborieux pour sensibiliser les autres à la souffrance commune des peuples qui ont subi un génocide. Témoigner, transmettre, dire, diffuser, redire, expliquer, réexpliquer, rediffuser, retransmettre et ne jamais s'arrêter de témoigner, même si cela demande un courage énorme, est la seule façon de faire avec la question la plus inhumaine ou humaine de l'humanité, à savoir la question du génocide. Il y a des oreilles pour écouter, des oreilles sensibles, et même si parfois il faut aller les chercher, ce sont ces oreilles-là qui peuvent anéantir le négationnisme régnant, rendre un certain espoir et donner aux traces restantes un poids, une importance, une vie. Écoutez. Voilà encore un mot dont il est intéressant d'entendre l'écho. Écouter, sans avoir peur d'être touché, sans avoir peur d'être remis en question dans sa propre humanité la plus profonde. Écoutez, pour rendre à l'autre la mémoire qu'on lui a amputée. Voilà le moindre des cadeaux que l'on puisse vous faire ce soir, jour de commémoration du génocide des Tutsis. Enfin, j'espère que viendra le temps où nous ne devrons plus rappeler que chaque commémoration des peuples ayant subi un génocide est en réalité une commémoration pour l'humanité entière et pour sa survie. Ça m'est difficile d'en parler puisque je ne suis pas issu de cette histoire. Je ne sais pas, je n'ai jamais très bien su quoi penser de ces commémorations. À la fois elles sont nécessaires et puis à la fois les canaliser de cette façon-là, un mois par an, d'une manière presque officielle, c'est un petit peu compliqué à comprendre, quoi. Moi, je pense qu'il serait plus utile de faciliter la parole plus souvent et d'une manière moins formelle, plus informelle, un petit peu partout entre les gens, parce que c'est ça qui va être nécessaire. Et la lourdeur de ces commémorations, même si elles sont nécessaires, hein, mais la lourdeur de ces commémorations, finalement, pèse un petit peu sur, j'allais dire, un peu sur l'expression des gens. Voilà. Les gens, souvent, sont plus spectateurs de ces commémorations que acteurs de ces commémorations, et c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas s'il est possible de faire autrement. Moi, j'ai comme principe de ne jamais porter d'appréciation ou de jugement sur cette politique du Rwanda, parce qu'on est trop étranger à cette histoire, qui est d'ailleurs tellement extraordinaire qu'on ne peut pas, et ce serait même indécent en tant que Français en plus, prendre ce genre de position. Voilà. Donc moi, en tant que quelqu'un d'un peu familier avec le Rwanda, puisque j'y vais souvent, je regrette parfois que la lourdeur de ces commémorations gêne un petit peu l'expression entre les gens, et je me contente de cela. Je commémore officiellement, oui, aux dates prévues, mais le génocide me concerne quotidiennement. Notez du reste que ce n'est pas que 1994 qui me concerne, étant rescapé du génocide de 1963, c'est notre quotidien. Batwiciye mu gakenyeri, batwiciye ikavumu, batwiciye ku rwesero, ku bigega habaye umuyonga, icyuzi cya Nyamagana, icyuzi cya Nyamagana, cyo kitubikiye amagana. Batwiciye ku mugonzi, batwiciye Gasoro, Busasamana na Umuganda Mure, aho hose ntawasigaye.
je porte la cicatrice du génocide en moi et je la porterai jusqu'à la fin de mes jours. Donc chaque 7 avril qui approche est pour moi un jour de commémoration sincère, de recueillement. Je repense à ce que j'ai vu dans les jours qui ont suivi. Je repense à ce que j'ai essayé de crier dans les jours qui ont précédé, dès la fin du mois de février 1994, quand j'ai tenté d'alerter les autorités belges et diverses autorités sur l'imminence de quelque chose d'horrible qui allait se passer. Je ne pouvais pas imaginer que ce fût un génocide, puisque je ne savais même pas moi-même ce qu'était le mot génocide. La plupart d'entre nous n'y font pas suffisamment attention. Victimes, nous le sommes tous, à divers degrés, dans ce crime des crimes contre l'humanité. Ce génocide des Tutsis ne concerne pas seulement le Rwanda et les Rwandais. Il fait partie du triste patrimoine de toute l'humanité et de tous les pays de cette planète Terre, à l'instar des 2 autres génocides du XXe siècle, connus et reconnus par la communauté internationale, le génocide arménien et le génocide juif. L'histoire du génocide, ce n'est pas l'histoire du Tutsi, ce n'est pas l'histoire du Hutu, c'est l'histoire du Rwandais et c'est l'histoire de l'humanité. Mais les premiers à sauver sont les Rwandais, sont vos enfants. Moi, je n'en ai plus. Mais vos enfants ont besoin de cette vérité-là pour se protéger. Moi, je connais l'histoire de Kigali. Il y a un autre qui connaît celui de Kibungo. Et puis, ce que nous faisons, nous, c'est pour vous et pour vos enfants. Nous, on n'a plus rien. Laissez-nous vivre. Et c'est plutôt de votre devoir de nous aider à nous mettre debout. Beaucoup d'Européens continuent à ne voir qu'une seule équation, majorité égale démocratie, donc Hutu égale démocratie, et donc élection égale démocratie, et ne comprennent pas que ce n'est pas possible pour l'instant d'instituer une démocratie au sens où nous l'entendons en Europe, parce qu'elle risquerait de reproduire un nouveau génocide, peut-être, parce qu'il faudra encore une génération. Pour un peuple ayant connu génocide, il est ridicule qu'on lui avance des histoires de statistiques. Les Hutus exterminent les Tutsis et le lendemain, ils osent dire qu'ils sont majoritaires. C'est tout simplement idiot de la part de ceux qui ont commis le génocide. Ils devraient accepter à bras ouverts la carte qui leur est offerte d'oublier ces histoires de pourcentage ethnique au Rwanda. Nous sommes des Rwandais. Nous ne sommes pas des pourcentages. Et que des luttes ethniques, on finisse par créer une véritable nation rwandaise débarrassée des cicatrices et d'un passé et d'une idéologie nazie qui ont pu permettre ce génocide et tous les massacres et toute la marginalisation d'une partie de la société rwandaise pendant plus de 30 ans. Mwabasabitswe n'agahinda muraje mwiyumanganya kuko intimba y'indore ntibiyibuza gusimba nyanza utubikiye abacu nyanza utubikiye abacu nyanza tubikira abacu nyanza tubikira abacu mbe mbabwira iki bavandimwe mbe mbabwira iki bavandimwe ko jenoside yadukozeho jenoside yadukozeho guhanga ntabwo ari uguhaga guhanga ahubwo ni agahinda natewe no kubura abanjye kuko bose bashize
Ça serait très long à expliquer, mais disons que lorsque j'y vais comme journaliste pendant l'été 1994, et que j'assiste donc à ce grand départ, ce grand exode de la communauté Hutu vers le Congo, et que je constate que nous tous, journalistes, nous nous trompons complètement, que nous parlons de tous les personnages de l'histoire, mais qu'il y en a un qui disparaît, c'est le rescapé. Je pense exactement à ce qui s'est passé d'une façon presque pareille, un peu différente, parce que l'histoire est toujours différente, mais qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où on parle de tous les personnages de la Deuxième Guerre mondiale, sauf du rescapé des camps d'extermination d'Auschwitz et des autres. Et donc, je fais un petit peu la relation entre les deux événements, entre ces deux phénomènes, entre ces deux effacements du rescapé, de savoir pourquoi nous, de l'extérieur, on l'a oublié, et pourquoi lui aussi, certainement, et ça s'est vérifié par la suite, c'est lui-même un petit peu écarté de l'histoire, effacé, pour des tas de raisons tout à fait compréhensibles. Et donc c'est ça qui m'a motivé, qui a fait qu'un jour j'ai décidé d'abandonner cette casquette de journaliste qui était la mienne, et de retourner là-bas pour travailler essentiellement avec les rescapés, certains rescapés, et d'une façon qui ne soit pas du tout journalistique, c'est-à-dire essayer de savoir ce qui s'est passé en 94, vérifier, faire des enquêtes, des investigations, etc., mais de travailler sur le fond, pas sur le fond, mais sur l'existence de ces gens-là, ce qui était de savoir comment ils avaient vécu, non seulement comment ils avaient vécu cette expérience, mais comment ils la vivaient aujourd'hui, parce que comment on vit avec un génocide quand on est rescapé, et voilà, qu'est-ce que ça change dans sa vie, ou comment sa vie est coupée, comment sa vie est déportée vers la droite ou vers la gauche, comment... voilà, donc c'est ça qui m'a passionné, c'est ça que j'ai essayé de faire. À un jeune rescapé, je lui dirais qu'il n'a pas survécu pour mener une vie normale. Il a survécu pour vivre également à la place de ceux qui sont partis. Et pour cela, il doit se surpasser. Que sa victoire sur la mort, sur le génocide et la réussite dans la vie de tous les jours. Je dirais donc aux jeunes rescapés de briller dans ce qu'il fait, dans les études, dans le commerce, dans la vie quotidienne. C'est tout ce que je donne comme mission à nos jeunes frères, à nos enfants, c'est de réussir de façon distinguée par rapport aux autres peuples. Ce qui me fait tellement mal, ce qui me fait très très mal, c'est le négationnisme. Je me demande alors, dans 50 ans plus tard, ce qui va arriver pour nos enfants. Ça fait mal, ça fait tellement mal, vraiment mal, vraiment mal. Undine kujiri hinze kuninu motemo